Messieurs, bienvenue à tous et merci de votre présence à cette nouvelle conférence de presse organisée par le groupe des Patriotes pour l'Europe. Cette nouvelle session plénière du Parlement européen sera l'occasion d'aborder de nombreux sujets, notamment des enjeux industriels et commerciaux, alors que notre continent se trouve à la croisée des chemins, pris en tenaille entre des agressions économiques venues de toutes parts, des États-Unis, de la Chine, et confronté au défi de puissance qui nous est imposé par ces deux blocs. Les premiers mois du nouveau mandat d'Ursula von der Leyen sont marqués d'une influence sans précédent des forces patriotes et des thèmes que nous avons portés lors de la dernière élection européenne directement sur la politique de l'exécutif. Après avoir amorcé le détricotage de près de 70% des obligations contenues dans le paquet Omnibus, la Commission européenne poursuit son droit d'inventaire en s'attaquant cette fois-ci à notre fleuron européen qu'elle a sciemment affaibli lors du précédent mandat, celui de notre industrie automobile. Nous sortons à l'instant d'une séance de vote au cours de laquelle le Parlement a adopté une procédure d'urgence sur le texte qui vise à reporter de 3 ans les amendes sur les objectifs d'émissions de CO2 qui sont imposés aux constructeurs automobiles pour les normes CAF. Depuis plusieurs mois, de nombreux dirigeants du secteur automobile et des industriels alertaient sur ce nouveau mur réglementaire qui allait s'abattre en 2025 et qui impose que 25% des ventes soient des véhicules électriques, alors que le marché des modèles zéro émission en Europe plafonne autour des 13%. Les chiffres sont cruels et traduisent une réalité. Les Européens n'adhèrent pas à la stratégie du tout électrique et quoi qu'en pensent les idéologues de Bruxelles, c'est toujours le consommateur qui a le dernier mot. Le 11 février dernier, j'ai personnellement interpellé la présidente de la Commission pour dénoncer l'inconséquence de sa politique, son abandon de la filière automobile face à une concurrence chinoise de plus en plus agressive et à notre cadre réglementaire véritablement suicidaire. Si le délai accordé aux constructeurs est indéniablement salutaire, et nous le soutenons, leur évitant ainsi une amende de 15 milliards d'euros ou l'obligation d'acheter des crédits carbone auprès des constructeurs en avance sur leur vente de véhicules électriques comme Tesla et les constructeurs chinois, l'Europe doit impérativement renouer avec l'ambition de la puissance et, je l'ai rappelé tout à l'heure, avec une ambition de la production. Cette ambition devra s'accompagner du retour du principe de neutralité technologique, d'une protection de nos industries historiques ainsi que d'un réalisme sur le plan économique. Dans ce contexte, les récentes révélations de la presse européenne selon lesquelles la Commission envisagerait de diminuer les droits de douane appliqués aux véhicules électriques chinois sous forme de tarifs minimum ressemblent à une reddition, pour ne pas dire à une trahison. Et ce, après avoir elle-même mené une enquête anti-subvention qui a été publiée en octobre 2024, qui avait abouti à l'instauration de ces mêmes droits de douane que nous avions également réclamés lors de la campagne européenne. En échange de cette mansuétude tarifaire, Bruxelles espère convaincre les constructeurs chinois de produire et d'assembler leurs véhicules en Europe, une stratégie qui en dit long, l'Union européenne ayant sabordé délibérément son industrie automobile et avec son autonomie industrielle, semble désormais prête à devenir la terre d'assemblage de champions asiatiques. Elle troque ainsi sa vocation de puissance économique contre celle d'élève docile. Qui peut sérieusement penser que les contournements tarifaires ne vont pas reprendre, que la Chine peut être considérée comme un partenaire commercial totalement loyal? Qui peut encore prétendre, la main sur le cœur, que la Commission est en capacité de défendre l'industrie automobile après l'avoir sabordée durant près d'une décennie? Qui peut penser qu'elle serait en mesure de faire respecter un prix plancher là où elle n'a pas su défendre une filière aussi essentielle que le photovoltaïque en Europe depuis 2013? Après avoir étouffé nos constructeurs sous un fardeau normatif mortifère, l'Union européenne ajoute désormais une nouvelle punition à son arsenal, désormais à l'attention des automobilistes. C'est le contrôle technique annuel pour les véhicules de plus de 10 ans. Cette proposition, qui est justifiée par l'argument, en l'occurrence fallacieux, de la sécurité routière, concernera directement dans mon pays 22 millions de Français et viendra alimenter une persécution systématique menée contre les automobilistes. Une mesure punitive qui s'ajoute à l'injonction d'acheter des véhicules électriques inaccessibles d'ici à 2035 et à une autre taxe inspirée, elle aussi tout droit du Green Deal, que nous entendons combattre, le règlement ETS2. Cette nouvelle taxe carbone sur le carburant, atteignant plus de 15 centimes par litre, frappe là de plein fouet les automobilistes, mais pénalisera aussi naturellement l'ensemble de nos industriels. À Paris, je l'ai rappelé récemment, cette guerre contre l'automobile populaire trouve des relais enthousiastes.
Les gouvernements successifs ont enchaîné les coups contre les 40 millions d'automobilistes dans notre pays. La ségrégation sociale instaurée par les ZFE, les zones à faible émission, qui s'installent dans plusieurs villes d'Europe et qui empêcheront d'accéder au centre-ville si vous n'avez pas de voiture récente. La fiscalité indécente sur le malus automobile, avec près de 3 voitures neuves sur 4 qui seront taxées d'ici à 2027. L'alourdissement de la fiscalité sur les véhicules de fonction, qui a été annoncé là aussi au niveau français durant le mois de février. Et enfin, l'arrivée en 2026 d'un malus sur les véhicules d'occasion. Et à ce rythme, bientôt, nous craignons qu'il faille avoir une carte de crédit pour démarrer sa voiture. Mais derrière ces attaques sur le quotidien de nos compatriotes, c'est en réalité toute une industrie européenne qui est en danger de mort imminent. Notre production automobile est au plus bas depuis 1960 et les usines de constructeurs historiques sont aujourd'hui lorgnées par des constructeurs chinois désireux de s'installer sur le vieux continent et notre marché est en décrochage de plus de 25% par rapport à 2019. Dès la fin de l'année, nous demandons une clause de revoyure anticipée pour le débat sur les technologies post-2035, l'hybride rechargeable, l'hydrogène, les biocarburants. Et nous l'avons rappelé à plusieurs reprises ces dernières semaines au nom du groupe, il est temps de quitter le dogme du tout électrique imposé à l'ensemble des industriels d'ici à 2035. Chaque constructeur chinois qui s'installe en Europe doit bien évidemment être soumis à des transferts de technologie, comme l'ont fait en miroir les Chinois à notre égard depuis 30 ans. Les droits de douane actuels sont aujourd'hui trop faibles pour être réellement dissuasifs. Ils doivent être maintenus, renforcés, étendus aux véhicules hybrides, qui est aujourd'hui une nouvelle arme d'invasion commerciale de Pékin à destination du marché intérieur. Exigeons enfin du contenu local dans la production automobile, afin de protéger nos ETI, nos PME, sous-traitantes de nos champions européens. Ce que nous défendons, c'est le droit des nations à produire, à innover, à travailler librement sur leur propre sol. À travers l'automobile, c'est un enjeu de souveraineté industrielle qui est devant nous. Reconquérir cette souveraineté, rouvrir le débat sur nos choix politiques et donc technologiques, défendre nos usines, protéger nos ingénieurs, refuser que notre seul avenir soit celui d'une colonie économique de la Chine, voilà le défi des prochains mois. L'Europe doit renouer avec une ambition et une volonté à la fois de puissance et de croissance, je l'ai rappelé ce midi dans l'hémicycle. Cela passe par la reconquête industrielle, la production de notre marché, le respect de ceux qui travaillent, produisent et bâtissent sur notre sol. Avec le groupe des Patriotes pour l'Europe, nous assumons de porter cette voix dans ce Parlement pour rendre aux nations leur souveraineté et aux peuples européens le pouvoir de décider de leur destin. Je vous remercie. Kinga intervient tout de suite sur les autres sujets de la plénière et nous serons évidemment tous deux à votre disposition ensuite pour répondre à vos questions. Merci Jordan. Well, tomorrow, plenary key debate again is the debate on the war in Ukraine. We have debated the situation in Ukraine and the war nearly 50 times in every plenary session for the past 3 years. And still the terrible loss and destruction in Ukraine could not be stopped. Let me reiterate our firm commitment to restoring peace. Human suffering and destruction must end. It is clear that this war has no solution on the battlefields, that the only way forward is through diplomatic means. The European Union, if you all recall, was created to maintain peace in Europe. And now what we see, the EU institutions are actually rather preparing for war. Under, for example, the auspices of the strengthening European defense capabilities, now they want to continue strengthening, financing the arming of Ukraine. It is time to restore peace because that's in the interest of our citizens. A new strategy, a new European strategy is needed that finally prioritizes the interests of our citizens. The clearly stated aim of the Commission that the accession of Ukraine should happen in an accelerated procedure will not serve the interest of the EU either, especially not when saying an accelerated procedure by 2030 on a political basis, as, for example, endorsed by the EPP's Valencia document, and it was today's statement by Chairman Weber. This would have far-reaching consequences for the everyday lives of our citizens, economic, political, security consequences. These consequences must be thoroughly addressed.
as it will have serious effects on our agriculture, labor market, future of cohesion policy. Then there is another issue which we want to raise the attention. We announced the initiative on the establishment of a committee of inquiry on transparency and accountability, shortly called TRAC. And I would like to inform you that we collected the necessary 180 signatures, after which we will submit the initiative to the Conference of Presidents. For too long, the EU institutions have pointed fingers at democratically elected governments, abusing the concept of rule of law while ignoring cases of corruption, abuse of power, undue influence over legislation with their own ranks. This has to be looked upon through an inquiry committee. We are also tackling the opaque world of NGO financing. I would like to inform you that the Patriots Group received a comprehensive list of NGO contracts from the Commission. This is a result of a data request procedure our group initiated weeks ago. The numbers are shocking. Between 2019 and 2023, the Commission signed 37,000 contracts worth a total of 17 billion euros. I think it is important that these telling numbers come to public. So in the coming days, we will elaborate on the methods to make it as transparent as possible in all countries. Especially is relevant the whole topic since the left-wing groups in this House demand that the EU institutions substitute for the funding of NGOs previously paid through USAID. We cannot allow European taxpayers' money to be further channeled into political activist networks that, in the disguise of civil society, weaken member states' border protection efforts, launch campaigns against the interests of farmers, and organize political actions against democratically elected governments. Patriots will continue to expose the misconducts of the Brussels institutions, work for transparency, and represent change in Europe. We stand for the matters which truly matter: peace, freedom, prosperity for all who live in Europe. Thank you. Thank you very much. Any questions? Please state your name and the media outlet you work for. Merci beaucoup. Mon nom est Anna Wandensky, je suis de Europe Diplomatic Magazine. J'ai deux questions aux deux orateurs. Tout d'abord à M. Bardella. Moi, j'ai vécu en Espagne le blackout. J'étais à Valencia. Et pourtant, je voudrais poser la question, est-ce que vous pensiez c'est possible de continuer l'agenda vert sans établir la cause? Parce qu'il y a beaucoup de conversations et il y a beaucoup de suspicions que c'est l'énergie solaire qui a causé cette catastrophe, véritable catastrophe, et aussi l'expérience très traumatique. Je veux souligner, ça a été l'expérience très traumatique pour beaucoup de personnes. Et la deuxième question, c'est pour Madame en anglais. Do you think that we can address and define the NGOs which receive European Commission grants as the voice of public, as they can be defined as public opinion if they receive the grants of the institutions? Bien, merci de vos deux questions. Je vais donc, si j'ai bien compris, prendre la première et Kinga répondra à la deuxième question. D'abord, moi, je me garderai bien de toute conclusion avant le verdict de l'enquête. Mais ma conviction personnelle est qu'à partir du moment où vous faites reposer un système énergétique sur des énergies renouvelables intermittentes, vous vous exposez à des aléas et potentiellement à des productions d'énergie qui parfois sont excessives ou qui parfois font que votre système énergétique tourne à vide. C'est notamment le cas des énergies éoliennes en France, dont on sait que 3/4 du temps, les énergies fonctionnent et qu'un quart du temps, l'éolien tourne à vide, et ce qui pose un véritable sujet de stockage de l'énergie. Donc, nous militons depuis maintenant plusieurs années en faveur du nucléaire, et je crois
pouvoir vous répondre que les nations qui n'ont pas fait le choix du nucléaire s'exposent à des aléas qui sont des aléas structurels, qui sont parfois des aléas géopolitiques. Nous l'avons vu dans le cadre de la guerre en Ukraine et de notre dépendance au gaz russe. Et je crois que ce qui s'est passé, mais c'est une conviction personnelle, encore une fois, que j'exprime avant même le résultat de l'enquête, l'agenda vert qui a consisté depuis maintenant 10 ans à évincer le nucléaire et à mener une guerre irrationnelle à l'énergie nucléaire est profondément, je crois, contraire à nos intérêts et aux intérêts nationaux. Parce que le nucléaire, compte tenu des progrès qui ont été faits dans la sécurisation des sites nucléaires, c'est un gage de souveraineté, c'est un gage de sécurité, c'est par-dessus tout un gage de stabilité. Et donc je crois que ce qui s'est passé il y a quelques jours, notamment en Espagne, doit nous appeler à revoir cet agenda vert. Mais comme en réalité toutes les actualités, notamment internationales depuis maintenant plusieurs années, nous appellent à reconsidérer ce qui a manifestement été une erreur, faite de manière totalement irrationnelle et sous la pression des écologistes, qui électoralement ne représentent pas grand-chose et qui ont aujourd'hui un poids dans les institutions européennes et sur la politique de l'exécutif qui est totalement invraisemblable par rapport à leur poids électoral. Donc notre position, nous, elle est très simple. Le nucléaire d'abord et les énergies renouvelables intermittentes ensuite. C'est la position que nous exprimons pour la France et c'est évidemment une position qu'on exprime aussi ici au niveau européen. Thank you for your question. Well, exactly that is why it's important to see what's going with this financing policy, and that is why the NGO list should be made public. Who and with that aim they got money from the European Commission or the European institutions. It's a telling number that 3,600 of the supported NGOs are registered in Belgium, which does not mean that they represent local groups of society, but they are part of the Brussels bubble, where they have maybe the task. We have seen this in the previous issue when we were lobbied through these NGOs for the Green Deal, and they are paid by the Commission. These raises very serious issues. So that's why it's needed that the European taxpayers' money should become clear how they are and where they are channeled, and it should not be into political activist networks. Hi, Mike Sgriera for Politico. Thank you. I have two questions. First of all, for Ms. Gall, I wanted to ask whether you could give us a comment on the success of George Simeon, presidential candidate in Romania, especially in view of his hawkish position on the Hungarian minority in Romania. For Mr. Bardella, I wanted to ask for a reaction regarding the news that the Revival Party of Bulgaria has signed a cooperation agreement with United Russia, which is Putin's party. This party has 3 MEPs in ESN, so I wanted to ask for a reaction on that. Yeah, thank you. If we can attach to the topics of the plenary, better. Romania is not in the plenary, so... Vous voulez qu'on les prenne à plusieurs et... Ok, alors on prend les deux, puis je répondrai. Très bien, parfait. Merci, Monsieur Bardella. Je m'appelle Rona David, je suis de Puterea, Journal National. Alors, vous savez qu'en Roumanie, en ce moment, il y a, on peut dire, un tremblement de terre politique parce qu'il y a la polarisation, beaucoup de monde qui a voulu tout changer. Donc, le résultat de George Simeon est clair et évident. Votre opinion sur cette situation, c'est quelque chose de ponctuel ou c'est que le début? Je vais répondre aux deux questions en même temps. D'abord sur la Roumanie. Nous regardons évidemment avec un très grand intérêt l'évolution du scrutin en Roumanie. D'abord, j'aimerais vous rappeler que nous avons été extrêmement surpris et choqués par la décision qui a été prise par la plus haute autorité de justice en Roumanie, la plus haute autorité institutionnelle, d'annuler purement et simplement les élections. Et
permettez-moi de vous dire que ce vent patriote qui souffle en réalité dans toutes les nations d'Europe et dans tous les pays européens. Monsieur Simeone est membre de l'ECR, avec lequel nous entretenons des liens qui sont des liens évidemment d'intérêt, de travail avec le groupe ECR. Il est évident qu'il est toujours préférable, sans chercher à faire de l'ingérence dans l'élection, mais évidemment d'avoir un soutien qui se tourne plutôt d'abord vers un candidat d'ECR que vers un candidat d'une force centrale qui est soutenue un peu par des mouvements divers et variés. Mais nous attendons évidemment le résultat et nous regardons cela avec intérêt. Mais ce qui est certain, c'est que ce vent patriote et ce vent de liberté qui souffle aujourd'hui en Roumanie et qui est porté par ECR dans cette campagne et par M. Simeone, il souffle en réalité dans tous les pays d'Europe. Et je crois que chaque élection, chaque résultat dans les différents pays européens traduit la même chose et doit appeler à un moment donné l'Union européenne et les instances de la Commission européenne à réviser leur politique en matière économique, on en a largement parlé, mais aussi en matière migratoire, parce qu'évidemment que tout cela a des conséquences, y compris en Roumanie. Et donc évidemment, ça doit aussi être, et ce score a aussi été, je crois, une leçon d'humilité pour la Commission européenne. Juste, monsieur, je n'ai pas compris votre question sur la Bulgarie, si juste vous pouviez la... Well, in fact, the Romanian question was for Ms. Gal. If she could comment on that, still would be great. And on the other thing, it was about Bulgaria's party revival within the ESN signing a cooperation agreement with United Russia, which is Putin's party. So I wanted to ask for a reaction on that, as you're the chair of the third biggest political group in this House. Thanks. En l'occurrence Revival, et chez ESN, ne siège pas au sein du groupe des Patriotes. Donc je n'ai pas de commentaire particulier à faire sur le choix d'un parti politique avec une puissance étrangère qui n'appartient pas à mon groupe. Other questions? Mr. Bardella, last week Manfred Weber in Valencia at the party congress, EPP's party congress, said that now their main competitor is not the left, but the, quote, extreme far right. And he actually repeated it today at the very place where you are standing now. What is your take on it? What do you hear from this? Je comprends qu'il puisse l'interpréter ainsi, puisque notre objectif à nous, c'est de remplacer le PPE. Et notre objectif, ça n'est pas de dépasser le PPE par la droite, c'est précisément de remplacer le PPE. Et en réalité, dans un Parlement européen où une majeure partie des voix, où la majorité des voix s'exprime à droite, si on totalise l'intégralité des formations de droite au sein de cet hémicycle, le moment que nous vivons et cette mandature est un moment de vérité pour le PPE. Le PPE et M. Weber sont l'otage de la gauche depuis plusieurs années. La politique qu'ils ont conduite ici au sein des institutions européennes depuis 10 ans, et en tout cas depuis 5 ans que moi je suis député européen et que j'ai pu m'en apercevoir sous la présidence de Mme von der Leyen, est une politique qui a consisté à intégrer, notamment sur le plan économique, toutes les lubies décroissantistes et écologistes poussées par la gauche au sein de ces institutions européennes. Et le problème de M. Weber, c'est qu'il parle comme nous quand il est en campagne, mais il gouverne ici avec la gauche au sein des institutions européennes et mène une politique qui n'est pas une politique de droite, c'est une politique de gauche, c'est une politique décroissantiste, c'est une politique qui, sous l'effet de Mme von der Leyen, a consisté à affaiblir le nucléaire, à multiplier les normes pour les entreprises européennes, à se soumettre aux revendications portées par les écologistes dans cet hémicycle. Or, c'est un moment de vérité. Et moi, j'ai proposé, et nous avons proposé à plusieurs reprises au PPE de s'associer à nous dans le cadre notamment, vous le savez, de la demande que nous avons formulée de suspension du Green Deal. Il apparaît aujourd'hui sur les enjeux économiques que le Green Deal
est une montagne de normes pour nos entreprises, que c'est une contrainte extrêmement forte sur la croissance. Les groupes ECR et ESN ont répondu qu'ils étaient disposés à travailler avec nous, et je regrette que le PPE ait fait le choix de ne pas s'associer à nous sur ce sujet. Donc, en réalité, ce qu'on vit, c'est un moment de vérité. Et je comprends que M. Weber soit inquiet par la progression des scores à la fois des patriotes et d'ECR dans toutes les nations européennes, parce que précisément, lorsque nous réussissons à accéder au pouvoir, eh bien, nous faisons ce que eux n'ont pas eu le courage de faire pendant des années. I think we have to finish now. One short question, one last short question. Bonjour, Emmanuel Beretta du Point. J'ai une question sur, est-ce que vous auriez un conseil à donner à M. Šefčovič ou à Mme von der Leyen dans la façon de répondre à la guerre commerciale lancée par Donald Trump? Et je vous pose cette question parce qu'aussi votre partenaire du Fidesz, lui, est plutôt sur une ligne très soft, je crois. Il ne faut pas répondre. Alors comment vous vous positionnez? Je pense que, et je l'ai dit, les États-Unis de Trump nous mettent au défi de la puissance. Voilà. Soit nous prenons conscience de la nouvelle donne géopolitique qui est en train de se mettre en place et nous voyons autour de l'espace européen des nations qui défendent leurs intérêts avec force et qui sont capables de protéger leurs intérêts économiques. Les Américains sont les spécialistes et les champions pour professer le libéralisme à l'extérieur des États-Unis, mais pour faire l'exact contraire au sein de leurs propres frontières. Je crois qu'il faut une double réponse. D'abord, une première réponse qui est une réponse immédiate de riposte tarifaire, et notamment dans les secteurs du numérique, pour être capable de défendre les intérêts d'un marché de 450 millions de consommateurs, qui est pour une grande partie des GAFA, mais notamment des entreprises américaines, un des premiers marchés en termes de vente de produits, d'exportation de prestations. Donc, je pense qu'il y a une riposte évidemment immédiate à faire si les États-Unis décident d'aller au bout dans leur logique tarifaire. Deuxièmement, il faut évidemment se mettre autour de la table des négociations, parce que l'économie au XXIe siècle est un rapport de force permanent. Et quand on voit la faiblesse de la réponse à la fois française mais aussi européenne aux annonces de Trump en matière de discussion et de négociation, on ne peut s'étonner que d'assister à une forme de faiblesse, et on a le sentiment qu'on a un petit peu abandonné la bataille avant de la mener. Et puis troisièmement, il faut permettre à nos entreprises ici de créer de la richesse, parce que la réponse tarifaire est une réponse immédiate, mais l'enjeu pour nous, c'est de redevenir autonome, et c'est de déverrouiller toutes les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la croissance et qu'on s'impose nous-mêmes par le Green Deal, par un prix de l'énergie qui ne correspond pas aujourd'hui aux besoins de l'industrie européenne, par la simplification normative, et c'est la raison pour laquelle nous militons pour l'abrogation notamment de la CSRD ou du devoir de vigilance. Et puis il faut être capable, nous aussi, de favoriser ceux qui produisent sur notre sol. Et en cela, notre position elle est très simple. Vous produisez sur le sol européen, vous produisez avec de l'emploi européen, vous aurez une priorité dans les marchés publics. Donc il y a un sujet diplomatique, un sujet de riposte économique, mais il faut surtout créer ici les conditions de la richesse. La France est un pays aujourd'hui où il est devenu absolument infernal d'entreprendre, d'investir ou de créer son entreprise. Et ça, c'est plus possible. Et la meilleure réponse, en réalité, à l'agression économique qu'on subit à l'Est, mais aussi à l'Ouest, c'est évidemment de recréer des conditions favorables à la croissance sur notre sol. Et ça a peut-être été le plus grand échec d'Emmanuel Macron. Merci beaucoup. Thank you very much. See you next time. À l'extérieur, si vous le souhaitez.